Le fameux cheesecake, c'est le seul mot qu'il sait dire en anglais, cheesecake. Il adore ça, puis il n'y en a pas beaucoup au Québec à l'époque. Donc, il dit, je mange mon cheesecake, et on parle, on décide qu'on s'en paye, que la facture, finalement, le cheesecake il reste sur la table. On arrive à l'hôtel, mon père me dit, hey, j'ai oublié mon cheesecake, je vais aller le chercher. Pas parce que je suis serviable, parce que j'ai pas envie de dormir tout de suite. Alors, je pars, je vais chercher son cheesecake, il me met dans une petite boîte, et juste à la sortie, il y a comme une espèce de fête foraine. Quelque chose qui se passe dehors, je suis attiré par les lumières, j'y vais. Et là, après 5-10 minutes, je dis, OK, il faut que je rentre à l'hôtel. L'affaire, c'est que je n'ai jamais noté la chambre d'hôtel. Je n'ai aucune idée. Puis c'est genre un 7-8 étages, un Howard Johnson, un chic Howard Johnson. J'ai aucune idée où est-ce qu'on est. Alors, je cherche, je ne trouve pas. Et là, ça fait comme 30 minutes. Et là, je commence à paniquer. Je décide d'aller au restaurant, revoir la serveuse. Mais je ne parle pas un mot anglais. Alors, j'arrive là, je me mets à pleurer. Et là, la serveuse gentille m'amène au desk, parce que juste à côté, il y a comme le desk de l'hôtel. Et je me retrouve là, et ma mère m'attend là. Ma mère qui est complètement paniquée, et moi qui est en larmes, tout content. Donc, je finis par retourner à la chambre. Et là, il y a mon père qui est là, angoissé, ma soeur qui broille, probablement parce qu'on m'a retrouvé. Parce que... je suis un petit peu fatiguée quand j'étais jeune. Donc, bref, cette nuit-là, on a tous dormi ensemble dans le même lit, avec 2 lits, on a tous dormi ensemble, et j'ai vraiment ressenti c'était quoi le réconfort. C'est la première fois de ma vie, et je m'en rappelle encore. Donc, je vous invite après la conférence, ou même là, si vous avez à vous rappeler c'est quoi le premier moment. Parce que quand arrive une épreuve, si on retourne à ce premier réconfort, je vous jure, il y a beaucoup de choses qui changent. On passe vite à une autre étape. C'est correct. Quand on vit une douleur, une épreuve, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans les de jeu, beaucoup de blessures, je vais en parler tantôt, mais si on retourne à notre réconfort, rapidement, on va sécuriser le petit enfant intérieur, en tout cas, du moins. Est-ce qu'il y en a parmi vous, je parle d'épreuves, qui ont déjà vécu une épreuve, que ce soit un deuil, une maladie, perdre quelqu'un qu'on aime, à main levée? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu des épreuves? Je suis content de voir que je ne suis pas seul. J'ai vécu quelque chose de vraiment traumatisant il y a 4 ans. Donc, j'ai reçu une contravention pour acte d'indécence. Et il y a une journaliste qui a décidé de publier cette contravention, comme vous le savez, en première page d'un quotidien. À partir de ce moment-là, moi, ma vie a complètement changé, complètement chamboulé. J'ai voulu pendant des jours rembobiner ma vie pour recommencer à nouveau. Je vous jure, je me couchais le soir et quand je me réveillais le matin, je me disais « Ah, c'est un mauvais rêve. C'était pas vrai, c'est un cauchemar, mais malheureusement, c'était la vérité, c'était là. » Alors, j'ai dû apprendre à composer avec ça. Et quand il arrive une épreuve, il y a 2 solutions, il n'y en a pas 1000. Ou bien tu fuis, la fuite en Égypte, tu veux vraiment, puis tu peux fuir physiquement, là, tu peux décider de partir, faire le tour du monde, t'en aller, ou tu peux décider de fuir, donc complètement ce que tu vis, faire comme si ça n'existait pas, être dans le déni, ou alors tu décides de plonger et d'aller voir, mais qu'est-ce qui m'a poussé à me rendre jusque-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai saboté ma vie de cette façon-là? Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, dans cette conférence et dans mon livre, à vrai dire, je parle donc de ces 4 années-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à m'en sortir? Et le réconfort, aussi banal que ça puisse paraître, moi, c'est le réconfort qui m'a permis de me sortir de là. Tout d'abord, parce que je suis allé voir des psychologues. Donc, j'en avais 3 que je voyais de front. Thérapeute, psychologue, j'avais besoin de ça. Donc, ils ont été mon premier réconfort. Je suis arrivé là en période de crise et j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, de parler, de pleurer, d'être écouté. Bref, c'était une forme de réconfort. Je ne savais pas que c'était ça. Et j'ai aussi ma famille, mon amoureux, mes enfants, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes amis, tous ceux qui étaient là autour de moi m'ont permis de continuer. Parce que dans leurs yeux, je sentais que je valais quelque chose, pareil. Parce que lorsqu'il arrive une épreuve où la honte est rattachée, comme ce que j'ai vécu, il n'y a plus d'estime de soi. C'est fini. Moi, j'étais un moins que rien. J'étais le tapis. Je n'étais même pas le tapis. J'étais en dessous du tapis. Le vieux bois qui traîne dans la marqueterie qu'on ne veut même pas voir. C'est ça que j'étais. Alors, il a fallu que, grâce au réconfort, que je m'accroche à ça pour continuer. J'ai une citation que j'ai dans mon livre, puis je trouve que ça décrit bien comment je me sentais. Quand la Terre arrête de tourner,
que notre cœur veut sortir de notre poitrine, tout ce que nous désirons, c'est la présence d'un être humain solide près de nous. À cet instant, ce ne sont plus les biens matériels ou les artifices qui comptent. C'est une main pour nous caresser le dos, une épaule pour appuyer sa tête et une étreinte à laquelle on s'abandonne. On recherche plus que tout ce qu'on a perdu, notre force. Et la force qu'on perd, c'est beaucoup l'ego qui vient nous l'attraper. On parle souvent de l'ego. L'ego, c'est simple, c'est ce qui nous protège dans la vie, c'est très important, mais quand il arrive quelque chose de malsain, l'ego veut nous garder le plus bas possible. C'est tais-toi. Et là, toutes les phrases qui remontent, c'est ces phrases qu'on s'est fait dire ou qu'on s'est dit nous-mêmes à maintes reprises. Je le savais que ça finirait par t'arriver. C'est vraiment tout ce que tu mérites. Là, les gens vont voir qui tu es vraiment. Ces phrases-là, moi, ont fait le tour de ma tête, mais sans arrêt, pendant des jours et des jours. Puis le pire, c'est que j'y croyais à ces phrases-là. C'est ça le pire. Quand on recule, on se dit hey, « ça n'a pas de bon sens ». Choisir de se réconforter plutôt que de se juger quand l'estime de soi a disparu, c'est le moyen le plus sain et le plus doux de la retrouver, cette estime de soi, le plus rapidement possible. Il y a des enregistrements qu'on a dans notre tête et qu'on vit pendant plusieurs années. Et moi, il y avait 2 enregistrements que j'avais captés dans ma très tendre enfance. Ma mère, à 18 ans, est tombée enceinte de moi, mais j'avais déjà une sœur. Donc, à 16 ans, elle était enceinte, élevée ma sœur. Et déjà, c'était avec mon père, il travaillait d'arrache-pied, tu sais, 16 ans, là, je veux dire, tu n'es pas aussi pour nécessairement avoir un enfant. Quand je suis arrivé, ma mère a fait une dépression. Pendant qu'elle était enceinte de moi, déprimée, et quand je suis né, elle ne faisait que pleurer. Alors moi, ce que j'ai enregistré dans le ventre de ma mère, si vous croyez à ça, mais moi je crois vraiment que dès le début de notre création, on est teinté de quelque chose. Donc moi, ce que j'ai enregistré de ma mère, c'est que je rends les gens tristes. Ma présence rend les gens tristes. Et là, regardez le métier que j'ai choisi, qui est complètement à l'opposé. Moi, je veux faire rire le monde, faire des bye-bye, tu sais, là, je veux faire rire le monde. Et en grandissant, comme j'étais très artistique et que je suis né sur une ferme, une région agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, je me suis vite rendu compte que j'étais complètement différent des autres et j'ai associé mon comportement à la honte que mon père devait avoir de m'avoir comme fils. Jamais mon père me dit qu'il avait honte de m'avoir comme fils, mais de voir les autres petits amis qui se promenaient avec des bottes de rubber, puis moi, ce que je demandais à mon père pour Noël, c'était des souliers de claquettes, il y avait un problème. Alors, j'ai vite compris que... je me suis vite dit, moi, je rends les gens honteux aussi. Mon père a honte de moi. Si on regarde ce que j'ai vécu il y a 4 ans, c'est exactement l'enregistrement que j'avais depuis le début. Je rends les gens tristes autour de moi. Et j'avais dit que ça se peut que je pleure. Et je ne suis pas triste. Je rends les gens tristes autour de moi et les gens ont honte. J'ai honte de ce que je fais vivre aux gens. Donc, j'ai vraiment revécu exactement les enregistrements que j'avais. Heureusement, quand on se rend compte de nos enregistrements, on peut rapidement les arrêter, les stopper et passer à autre chose. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est 2 choses. Et 2 choses qui ne coûtent absolument rien. C'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, parce qu'à qui ça rapporterait? Ces 2 choses-là, c'est une physique. J'ai l'impression que quand on vit une douleur, probablement si vous avez vécu des deuils, tout ça, ce qu'on veut, c'est qu'on veut geler notre physique. On veut se mettre dans un petit coin. Moi, je n'étais même pas capable de sortir de chez nous pendant 3 semaines, enfermé, je ne voulais rien savoir, j'avais de la misère à me lever. Et il faut faire le contraire de ce que le physique nous dit. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la marche. Va juste marcher. Je me rappelle, la première journée, j'ai mis ma cagoule, j'avais peur que le monde me reconnaisse comme j'étais un criminel de guerre, une casquette, un gros manteau, puis je suis allé marcher. Le bien que ça m'a fait, incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'à tous les jours de ma vie, j'irais marcher. Que ce soit 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, beau temps, mauvais temps, moi, je vais aller marcher. Quand on marche, ce que ça fait, c'est que tous nos problèmes se transforment en solutions, je vous jure. Et là, on ne marche pas de même, les mains dans les poches, avec un Walkman, ça paraît que j'ai 50 ans. Tu sais, le Walkman jaune, c'est une marche énergétique. Donc, mais c'est pas compliqué. Il faut marcher vite, les mains de chaque côté, et on marche.
Et apportez-vous papier, crayon ou cellulaire pour prendre des notes, parce que là, il y a plein de choses qui vont monter. Et vous allez voir, oh mon Dieu, l'épicerie, c'est vrai, parfait, ah ouais, l'épicerie. Oui, c'est vrai, j'ai dit que j'achèterais des céréales, des cornflakes pour les filles, marquez, tout rentre. Et à un moment donné, le ménage se fait. Et là, c'est, oh mon Dieu, c'est vrai, hey, je n'ai pas parlé à telle personne depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi je pense à elle, je marque son nom. Et vous allez voir, les solutions arrivent à marcher. Et après l'heure, quand tu reviens à la maison, premièrement, tu es oxygéné, tu t'es fait du bien, tu as transformé cette espèce de mental-là, d'égo-là qui veut juste te garder à terre, et tu as prouvé que tu étais capable de te tenir debout et d'avancer. La marche, pour moi, a été très salutaire. Autre chose aussi, la marche, on dit, mettons, 15 minutes, OK, pour commencer. 15 minutes dans toute une journée va t'aider. L'écriture m'a beaucoup aidé aussi. J'ai commencé avec 3 minutes. Là, je parle de 18 minutes dans une journée quand tu es déprimé, quand tu n'es pas content, pour arriver à t'en sortir. Et ça fonctionne. 3 minutes, où est-ce que là, tu laisses parler ton mental? Tu sais, les phrases que je disais tantôt, j'ai scrappé ma vie, je ne vaux rien, quel imbécile je suis, ça n'a pas de bon sens. Et vous allez voir, tu écris pendant 3 minutes et c'est toujours la même crise de phrase qui vient. T'es un imbécile, t'as rien changé, nanana, t'as scrappé ta vie, c'est juste ça. Mais tu le laisses, parfait, c'est ça qui vient et tu le laisses passer. Et à un moment donné, tu te dis, OK, c'est ça la phrase, ressasser. C'est la pire des choses. Ressasser dans ton esprit toujours les mêmes phrases négatives, c'est ce qui fait souvent qu'on reste là et qu'on ne fait rien. Bref, l'écriture, pour moi, m'a aidé à identifier c'était quoi les phrases que mon mental ou mon ego me dit toujours. Une fois que tu as ça, quand tu as fait ton 3 minutes, là, OK, là, tu as eu ta place, maintenant, tu vas me laisser le reste de la journée. Et tu sais que si la phrase revient, tu es capable de dire ta gueule. Ta gueule, je t'ai remercié, je t'ai donné ta place tantôt, tu me laisses la mienne pour le restant de la journée. Et tu as comme le contrôle, tu reprends le dessus sur ta vie de cette façon-là. L'écriture aussi, pour moi, a été salutaire à plusieurs niveaux. J'ai décidé, encore le jour premier, j'ai décidé d'écrire des lettres à mes enfants. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon livre. Pour mes enfants. Mais je ne le savais pas quand j'ai commencé à l'écrire. Mais je me suis dit, tiens, ma mère, je me rappelle que ma mère m'avait écrit une lettre quand j'avais 10 ans et je garde encore aujourd'hui. Et vous dites tout simplement à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Pourquoi je suis fier de toi? Pour telle chose, telle chose, telle chose. Puis tu y vas, tu sais, je trouve que tu es un grand garçon. À mes filles, ils sont petites, ils ont 4 ans, mais quand je leur ai lu leurs lettres, il y avait les yeux grands de même, grands yeux bleus qui me regardaient. Ça fait plaisir. Écrire des compliments. Et j'ai reçu, moi, de la part d'un ami, mon ami Pierre, qui m'a écrit quand la journée où j'étais le front page Journal de Montréal, lui, il m'a écrit, moi, je veux te dire merci. Et il m'a écrit une tonne de merci. C'est simple, ça ne coûte rien, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment. Mais merci d'avoir fait ça avec moi. Merci de m'avoir prêté de l'argent quand j'avais 16 ans. Je ne me rappelais même plus de ça. Mais il a tout fait une nomenclature de merci, ce qui fait que je me suis senti une belle personne, je me suis senti important aux yeux de lui. Et ce n'est pas aux yeux de tout le monde qu'on veut être important, c'est aux yeux de nos amis, de notre famille, de nos parents. Bref, l'écriture, la marche à retenir. Ah, j'ai fait. Attendez, non, mais je vous l'ai dit, c'est ma première. Parfait, ça je l'ai fait. La marche, je l'ai fait. Vous allez voir aussi quand vous marchez, de ne pas prendre toujours le même trajet. Allez-y, changez, switchez de trajet. Et un matin, je suis avec les filles, parce que les filles étaient presque naissantes quand c'est arrivé. Donc, elles avaient peut-être 6 mois. Alors, je me promène avec les filles en carrosse, elles dorment, et tout à coup, je sens une odeur de lilas. Là, je regarde, je ne vois pas de lilas. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et je me retourne et là, je le vois, lilas devant. Parce que les lilas, c'est toujours en haut. Un coton, puis en haut, tu as le beau lilas. Et là, j'aperçois le beau lilas, je me mets à sentir ça. Et le réconfort se cache beaucoup dans les odeurs. Et là, ça m'a réconforté. Je suis tombée en arrière, je suis retournée, j'avais 8 ans, 7 ans. Je suis à l'école et je coupe des lilas pour ma mère, parce qu'elle aime ça. Puis moi, je veux que ma mère m'aime, parce que ma mère est assez sévère, tu sais. Fait que, quand j'avais des chances d'être aimé par elle, je dirais que je le prenais. Fait que je coupais des petits lilas, je mettais ça chez nous, ça sentait bon, ma mère était contente, et j'apportais toujours des lilas à mon professeur de première année aussi. Fait que j'étais têteux, puis j'aimais ça quand Et là, avec mes filles, à sentir le lilas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le petit Joël,
qui aimait faire plaisir, et le Joël qui a dû saboter son existence. Qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça? Je n'ai pas eu la réponse tout de suite, mais juste parce que j'ai été interpellé par une odeur, mais ça peut être par un toucher, ça peut être... J'aimerais vous demander, avez-vous des odeurs comme ça qui pour vous sont réconfortantes? Quand vous sentez cette odeur-là, ça vous ramène en arrière et ça vous fait du bien. Est-ce qu'il y en a qui ont... Le pain frais fait. L'odeur du pain, c'est fou ce que ça nous amène. Les chevaux. Les chevaux. Bon, tu vois, c'est drôle parce que c'est pas une odeur nécessairement agréable. Tu sais, puis... Exact. Moi, c'était le caveau. Chez nous, ça sentait l'humidité, mais souvent, on m'envoyait chercher les légumes dans le caveau. Mais ça pue l'humidité. Mais pour moi, c'est réconfortant parce que ça me ramène en arrière. Il y en a d'autres qui ont des odeurs. Le café. L'odeur du café, c'est réconfortant. Exact. L'odeur de... Pas quand on est dans le fumier, par exemple. Encore là, ça peut être réconfortant, oui? Le sapin. Ah, le sapin. Ça, c'est Noël, hein? C'est nos Noëls d'enfants. Et instantanément, donc il est puissant le réconfort en nous. Oui? Le feu de camp. Le feu de camp. Puis on sent le feu de camp là, pendant des heures qu'on aime ça. La laine d'un petit bébé chien. Oh. Je pensais qu'elle allait dire la laine d'un petit bébé. Oui. Un petit bébé chien. Exact, souvenir d'enfance. Donc, le petit chien qui léchait, il était petit. C'est drôle. Hey, le cœur me lève. La crème d'eczéma. Ah bon? Moi, les grands-parents portaient ça, puis ça sentait la crème. La crème d'eczéma? Non, la crème, c'est du eczéma. Ah, l'eczéma. Oui, les crèmes très parfumées, là, ça sentait la rose, le fort. Le Vicks. Là, parce qu'on est malade, parce que nos parents prennent soin de nous. Là, on avait du camphre, un carré de camphre. Hey, si je sens ça, moi, je trouve que ça sent le ciel. Oui, madame? Moi, c'était un poulailler, parce que je me retrouvais avec mon grand-père, j'avais 3-4 ans dans le poulailler. Voilà. C'est fou, hein? Oui? Moi, c'est les feuilles quand je fais dans le bois. Ah. Du bois. Ça Le bois, les feuilles. J'en prends un dernier. l'herbe fraîche coupée. Ah. C'est pas toi qui tondais le gazon chez vous, certainement. C'est moi qui le tondais 3 heures tous les jours. Oui. L'essence. Ah, le gaz, c'est vrai. C'est vrai que l'essence. Mais souvent, ça nous rappelle notre père qui est avec nous autres, on était dans l'auto. Bref. Non, là. Hey, ça se peut aussi. La pipe, même le cigare, effectivement. Bref. Prêtez attention maintenant, parce que le réconfort se trouve là-dedans. Et tout ça, ces petites odeurs-là, ces images-là, ces souvenirs-là, gardez-le précieusement dans votre cœur, parce qu'aussitôt qu'on en a besoin, on peut aller s'y référer, et ça ne coûte rien, et ça, en 3 secondes, on est complètement à l'enfance ou ailleurs avec des gens qu'on aimait ou on était bien. Le réconfort se trouve aussi dans l'équilibre. La première thérapeute que j'ai rencontrée quand c'est arrivé, elle m'a raconté une histoire. Ça a été la première histoire qu'elle m'a racontée. J'étais là en larmes devant elle, paniquée, raide, ne sachant pas ce qui allait arriver avec moi. Elle m'a raconté l'histoire d'un équilibriste. Donc, on parlait de l'équilibre. L'équilibriste, c'est très simple. Il marche sur un fil, mais s'il n'y avait pas cette espèce, on voit toujours l'équilibriste avec une espèce de barre, de grande barre, et de chaque côté, tu as comme des paniers pour garder l'équilibre. Si l'équilibriste fonctionne et marche, et arrive à passer à travers, c'est parce que ces 2 paniers sont équilibrés. Moi, où est-ce que j'étais rendu dans ma vie, il n'y avait plus aucun équilibre. Pour le travail, j'avais genre 90%, et pour la vie personnelle, il y avait genre un 10%. Ça s'explique très bien. C'est que comme j'ai eu honte, vous vous rappelez de ma blessure de honte toute ma vie, mais moi, quand ça s'est mis à marcher dans ma vie professionnelle, je me suis senti quelqu'un. Et j'aimais tellement être performant, j'aimais tellement être le plus fin, le plus gentil, toujours à l'heure, les textes sûrs, rien à reprocher à personne, parce que ça masquait cette honte-là. Enfin, on m'admirait, on m'appréciait. Alors, j'ai rempli le panier, jusqu'au jour où, veut pas, l'équilibriste y est tombé. Complètement. Et pas à moitié, je me suis vraiment atteint. C'est ça que j'avais besoin pour me réveiller, probablement. Et on compare souvent notre vie à une pointe de tarte. Hein? Mettons qu'on la sépare en 8, il faut qu'il y en ait pour l'amitié, il faut qu'il y en ait pour le travail, il faut qu'il y en ait pour le conjoint, il faut qu'il y en ait pour l'amour, il faut qu'il y en ait pour les enfants, il faut qu'il y en ait pour
l'argent, il y en a pour tout. Alors, c'est important de rééquilibrer sa vie. Donc, à partir de ce jour-là, moi, j'ai décidé que ma vie, maintenant, allait être équilibrée. Donc, je me suis mis à avoir des amis. À voir des amis que je n'avais jamais le temps de voir. Donc, puis encore à ce jour, 4 ans plus tard, chaque mois, j'ai rendez-vous avec des amis. On se voit une fois par mois, on fait un point. Et c'est important pour moi. Si on ne peut pas se voir, on s'appelle. Avec mes enfants maintenant. Le jeudi, ma mère vient garder, comme ça, je peux être seule avec mon fils. Je vais avec lui faire une activité. Des fois, il aimerait mieux rester en bas et jouer à... Non! Toi aussi, tu vas t'équilibrer. Je te sors de ta tanière. Il est super gentil, puis il aime ça. Tu sais. Un enfant apprend à aimer ce que tu lui montres. De toute façon, quand c'est sain, c'est sûr qu'il va aimer ça. Donc, du temps avec mes filles, du temps avec mon conjoint aussi. Bref, ça prend ça. Il faut que la tarte soit là si on veut passer à travers une vie, sinon un jour ou l'autre, le déséquilibre va nous faire tomber. La bonne nouvelle, c'est qu'on réapprend à marcher sur un fil. Ça, c'est sûr. Un jour ou l'autre dans sa vie. Je me suis rendu compte qu'on apprend par la douleur. C'est vraiment con, mais quand tout va bien, tu n'apprends rien. Puis tu demandes aux plus grands auteurs, compositeurs, interprètes, ils écrivent des chansons quand ça va mal. Les plus belles, c'est quand ça va mal parce qu'on est inspiré, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans la douleur, on apprend parce que ça vient toucher nos blessures. Et là, je veux parler rapidement des 5 blessures. Tantôt, il y avait, Louise, non, comment elle s'appelle? Louise Bourbeau, merci. Louise Bourbeau qui a parlé des douleurs. Et moi, ça m'a été très, très utile. Donc, on évoque le mot trahi, T-R-A-H-I, et on peut rattacher une douleur par lettre. Donc, T pour trahison. Si on était trahi dans notre vie, c'est sûr qu'on va chercher à essayer d'être hyper performant pour que plus personne ne nous trahisse. Bref, il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Il faut aller explorer c'est quoi la trahison. R pour rejet. Si j'ai été rejeté, moi, dans ma vie, je vais toujours vouloir fuir. Aussitôt que quelque chose va, comme un amour arrive, donc il faut que je fuis avant de vivre le rejet. A pour abandon. Si j'ai été abandonné, je l'ai beaucoup vécu avec mon fils parce que je l'ai adopté, donc il était abandonné par sa mère, par son père, par ses parents. Il a beau être avec une famille qui l'aime, il y a quand même cette blessure-là d'abandon qui est présente, surtout si on croit être déjà dans le ventre de notre mère, on commence à vivre une chose. Donc, avec mon fils Lambert, il a fallu que je l'apprivoise. Parce que lui, aussitôt que quelqu'un l'aime, il s'accroche. Ses premières blondes, il s'accroche tellement que les blondes s'en vont, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, l'abandon. H, c'est l'humiliation ou la honte. Donc, être humilié, pour moi, c'est exactement ça mon pattern, ma blessure principale. Donc, c'est l'humiliation tellement reçue d'intimidation, d'humiliation, que je vais vouloir être le meilleur, être performant pour qu'on arrête de m'humilier, qu'on me reconnaisse pour autre chose que ce que je suis vraiment. Et finalement, le I, l'injustice. Donc, être traité injustement aussi va faire quelqu'un qui est intransigeant. Quelqu'un qui dit hey, donc moi, là, on m'a maltraité, mais vous allez voir, moi aussi, je suis capable de vous maltraiter, mais je vais surtout commencer par moi, me traiter tellement d'une façon juste, droite. Mais ces personnes-là, souvent, ne sont même pas capables de mettre de limites. C'est des gens qui peuvent travailler 35 heures par 2 jours, et plus d'heures qu'il y a d'heures dans une journée, parce qu'ils ont à se prouver que la justice existe, c'est eux qui vont la faire. Bref, les blessures sont très importantes dans un cheminement. Si on retourne à la honte, qui est ma blessure, mais peut-être que ça va vous interpeller aussi. Moi, une grosse honte que j'ai eue tout au long de ma vie, on se rappelle que je pense que mon père a beaucoup honte de moi, ça a été un jour de faire mon coming out. De dire à mes parents, je suis différent, je suis homosexuel. Pour ceux qui ne le savaient pas, je m'excuse. Des fois, ça surprend. Bref, il a fallu qu'un jour, quand tu es hétérosexuel, jamais tu as annoncé à tes parents « Hey, by the way, je vous annonce que je suis comme tout le monde, puis je suis hétérosexuel. » C'est parfait, vous avez d'autres choses à vivre, mais vous n'avez pas ça à vivre. Donc, j'avais fait mon espèce de mise en scène, parce que déjà à l'époque, je l'ai annoncé, je pense que j'avais 20 ans, et j'avais fait une mise en scène. Dans ma chambre, j'avais mis des petits lampions que j'avais mis en rond, et j'avais demandé à mes 2 frères. Je parle de ma soeur, mais 10 ans plus tard, mes parents ont eu 2 autres enfants, parce que ma mère les avait eu tellement jeunes
qu'à 28 ans, ses enfants étaient à l'école, puis elle s'ennuyait. Bref, mon père, il a fait 2 autres enfants. Et j'ai eu 2 frères. Donc, il y avait 2 frères, mes 2 frères, ma soeur, ma mère, mon père. On était réunis et c'est là que j'ai fait l'annonce. Donc, je leur ai dit que j'étais homosexuel. Mais je savais que ça se passerait bien parce que j'étais dans une famille très ouverte. J'avais un père rose, bien avant son temps. Une mère, c'est une mère. Hein? Peu importe ce que son enfant va lui annoncer, elle va être là pour lui. Puis mes frères, ma soeur, on s'en colle ça même. Bref, après c'était le matin que j'avais annoncé ça, et le soir, je me rappelle, le soir, je suis couché, mon père vient me rejoindre dans mon lit, et depuis qu'on est tout petit, ma soeur et moi, je lui disais que mon père était un homme rose, mais mon père a toujours raconté des histoires. Et il nous avait fait croire qu'il était le meilleur ami de Tarzan. Mon père, chaque fois qu'on venait de l'école, il disait « Ah, tu viens juste de manquer Tarzan, il est venu m'aider à la ferme. » Puis nous autres, on a fini par croire à ça, naturellement. Alors, mon père, c'était le meilleur ami de Tarzan. Et ce soir, et là, je vais probablement mais ce soir-là, mon père m'a dit les plus belles paroles que j'ai jamais entendues de ma vie. Mon père est plus collé contre moi, puis il m'a dit « Ce soir, je vais pouvoir dire à Tarzan que j'ai rencontré quelqu'un de plus courageux que lui. » C'est beau pareil, hein? Mais ça, si c'est pas du réconfort, qu'est-ce que c'est? Et ça propulse, ça donne des ailes. Ça ne guérit pas nécessairement toutes les blessures que j'avais de honte, mais à cet instant-là, c'est venu dire « Wow, mon père m'accepte tel que je suis. » Et il va faire en sorte que ma vie va être beaucoup plus facile, je vais me sentir libéré complètement. Un autre truc que j'ai vécu aussi, parce qu'il y a une fin à ça qui est extraordinaire, j'ai été dans les scouts. Donc, à partir de l'âge de 10 ans, je décide de sortir de ma cabane, puis j'ai envie d'appartenir à un groupe. Donc, j'entre dans les scouts et être totemisé dans les scouts. Savez-vous ce que c'est? C'est recevoir un totem. Le totem, c'est le nom d'un animal qui te caractérise et une qualité aussi qui te représente. Alors, après 2 ans dans les scouts, on m'annonce que j'ai enfin tout ce qu'il faut pour être totemisé. Alors, c'est une soirée incroyable. Ils ont fait une espèce de power en haut d'une montagne. Tu sais, ça devait être gros de même, mais dans ma tête, c'était une grosse montagne. Ils ont fait un feu de camp, tous les scouts sont réunis, et là, tu vas recevoir ton totem. Alors moi, pendant des jours, je ne dors pas la nuit parce que là, je pense à, tu sais, grizzly courageux, couleur intrépide, tu sais, là, un nom rough and tough, tu sais, comme tous les petits gars veulent recevoir. Alors, j'arrive ce fameux soir-là, je suis prêt, là, ah my God, que j'ai hâte, voyez venir. Alors, je monte, il y a une petite bûche, je monte sur ma bûche, et là, il y a le chef qui est devant moi, et là, le chef me dit, alors voici ton totem, tu vas en être fier pour le restant de tes jours, et ton totem est rossignol sympathique. Quand tu as une blessure de honte, tu vas le voir. Bref, à partir de cette soirée-là, moi, j'ai voulu quitter les scouts instantanément. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, donc j'étais obligé de rester pogné là dans la forêt avec eux autres. Mais le lendemain matin, je voulais vraiment m'en aller. J'ai 2 amis qui sont venus me voir et ils nous ont dit, si tu t'en vas, on s'en va nous autres aussi. Parce que pour nous autres, tu fais partie de la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler aussi. Appartenir à une famille, c'est être un au lieu d'être tout seul. C'est d'être 2 au lieu d'être tout seul, excusez-moi. Donc, je n'étais plus seul, j'avais 2 amis qui étaient avec moi et qui m'acceptaient tel que j'étais, parce que c'est sûr, les autres scouts, ils ont ri, comme vous avez fait. C'est un peu normal. Mais si on regarde maintenant, c'est vrai que c'est ça que je suis. Je veux dire, je ne suis pas un grizzly intrépide, je suis un rossignol dans le sens que, tu sais, je sais pas, je fais rire les gens, j'ai utilisé ma voix beaucoup dans ma vie, puis sympathique, ben ça a l'air que je ne suis pas si bête que ça. Bref, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais ce que je veux vous parler, c'est la finalité de ça. Quand je suis allé chercher mon fils en Chine, partout, je voyais toujours un animal, toujours le même animal recouvert d'or. Il était partout, ces devantures d'hôtels, des restaurants, sur la vaisselle, des kiosques à souvenirs, toujours ce même animal-là. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué que cet animal-là, c'était l'animal le plus vénéré en Chine. C'était l'animal préféré de l'empereur. Et
C'était le rossignol. Alors, comment, dans une vie, en début de vie, tu peux penser qu'être un rossignol, c'est complètement ridicule, c'est rien, Et tu vas chercher un enfant à l'autre bout du monde, et dans ce pays-là, le nom qu'on t'a donné, c'est l'animal le plus vénéré. Alors, ne jamais écouter cet égo-là, ne jamais écouter ce saboteur-là, finalement, qui vient tout réduire. Parce qu'un jour ou l'autre dans ta vie, tu vas te rendre compte que ce qu'on t'a donné ou les erreurs que tu as commises vont t'aider plus tard. Je veux parler un peu de l'ombre et de la lumière parce que ça, pour moi, ça a été une révélation. Plus que tu mets de lumière dans ta vie, plus que tu dois prendre soin de ton ombre. Parce que l'ombre réclame son dû aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'accumulais que la lumière. Je voulais être le plus parfait possible. Je ne laissais entrevoir aucune ombre, aucun défaut possible. Je ne bois pas, je ne fume pas, je suis végétarien. C'était parfait. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Vous ne me pognerez pas, personne. Vous ne saurez pas que j'ai honte à l'intérieur de moi. Je vais être parfait. Je n'ai jamais laissé de place à la honte. Alors que, comme je vous dis, jamais de place, je veux dire, à tout ce qui est noir, à la noirceur. Et un jour ou l'autre, elle va réclamer son dû. L'ombre va réclamer son dû. Et pour moi, c'est arrivé très fort parce que la lumière était très forte. C'est toujours au même diapason. Si tu as une vie plutôt tranquille, il va t'arriver quelque chose et tu n'auras pas le choix. Et comment on fait, justement, pour donner la place à l'autre? C'est que maintenant, par exemple, je donne une conférence. La première conférence que je donne de toute ma vie. En temps normaux, il y a 4 ans, je serais arrivé chez nous le soir et j'aurais dit, OK, c'était bon, mais tu es capable de faire mieux. La prochaine fois, tu ne te tromperas pas. La prochaine fois, tu n'auras pas de feuilles. La prochaine fois, tu vas t'arranger pour que, tu sais, dès le départ, ça fonctionne. Puis tu vas pas plus faire rire les gens que ça. Tu as trop braillé. Toutes les phrases que je dis, on est tous capables de se faire ça. Maintenant, ce que je vais faire en avant à la maison, je vais dire, OK, de quoi tu as envie, mon ombre, qu'est-ce que tu as envie pour te récompenser? Tu vois, là, ce qui me vient, c'est un Mewis. J'aimais ça quand j'étais petit, mais là, peut-être ce soir, ça va être autre chose. Mais qu'est-ce que tu donnes à ta partie ombrageuse? Qu'est-ce qu'elle veut pour venir équilibrer le tout? C'est pas grand-chose. Ça n'a pas besoin d'aller me défoncer là, pendant 2 heures à me saouler. C'est pas ça l'affaire. Quelle petite récompense que tu t'offres pas d'habitude, tu vas t'offrir pour donner à ton ombre qui réclame son dû ce qu'elle a besoin. Alors ça, c'est une leçon que j'ai apprise et qui m'a beaucoup, beaucoup servi. Et on parle de lumière, et quand est arrivé mon événement, pour moi, j'étais dans une boîte complètement noire. Une boîte, là, en gros carton épais, là, à rien. Et un jour, il y a un thérapeute qui m'a dit, tu es dans ta boîte noire, prends une petite aiguille, une aiguille à rien. Une aiguille. Perce un petit trou. Immédiatement, il y a un petit faisceau de lumière qui va passer. La lumière est toujours plus forte que la noirceur et que l'ombre. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Il faut prendre soin des deux, mais ne jamais oublier. Hey, un tout petit trou, et pouf, ça passe à travers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a inspiré à continuer et à percer des petits trous. Et chaque fois que je sortais pour aller marcher, je perçais un petit trou. Chaque fois que je croisais quelqu'un et que je faisais un sourire, je perçais un petit trou. Jusqu'à un jour où je me suis rendu compte que je marchais au soleil et que j'étais devenu heureux à nouveau. Parce que j'ai laissé, mais il faut le faire soi-même. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un perce un petit trou parce que la personne n'est pas là. Elle ne sait pas personne qui a une boîte autour de toi. C'est à toi de percer ton propre petit trou pour atteindre la lumière complète. J'aimerais terminer, il me reste 5 minutes, avec une toute petite méditation. Si ça ne vous tente pas, vous allez ne va pas nous faire fermer les yeux. Dormez! Alors, je vais partir à la musique. Et c'est juste pour aller retrouver l'enfant intérieur. Ça fait tellement bien. Encore là, ça coûte rien. Alors, on ferme les yeux. Prenez une grande respiration. Et là, vous êtes dans une pièce complètement neutre. C'est grand, c'est vaste. Et laissez monter une image de vous lorsque vous étiez enfant. La première qui est montée, c'est celle-là. Imaginez-vous dans la même pièce que cet enfant-là. Vous êtes adulte.
mais vous regardez ce petit enfant qui est au loin. Tranquillement, pas vite, le petit enfant s'avance vers vous. Et vous le regardez s'avancer. De quoi est-ce qu'il a l'air? Heureux, triste. Ne jugez rien, regardez-le. Quand il arrive près de vous, vous allez vous agenouiller pour être à sa hauteur, yeux dans les yeux. Réconfortez-le. Il en a besoin. Regardez son visage maintenant apaisé. Laissez-le partir. Regardez-le de dos. Il s'en va doucement. Et vous, vous êtes avec soit votre peine, soit votre joie, soit votre bien-être. Mais vous êtes redevenu, vous, adulte. Et vous savez qu'à chaque fois que vous avez une épreuve de la peine, c'est d'abord votre enfant qui, lui, a de la peine. On l'a entendu des centaines de fois, mais il n'y a rien de plus vrai que ça. Prenez le 2 minutes qu'on vient de prendre là, juste pour aller retrouver cet enfant-là en vous. Parce que nous, comme adultes, on sait quoi faire. On a tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Mais le petit enfant, on l'a souvent abandonné. Et maintenant, nous sommes les parents de cet enfant-là. On peut le traiter comme nous, on aurait aimé être traité. Et c'est tout simple. Et c'est là-dessus que va se terminer ma première conférence à vie. Exact.